Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur les objets ou sur la programmation objet de manière générale. Parce que c'est un sujet, enfin, pour ceux qui me suivent depuis un moment, sont probablement au courant, mais c'est un sujet que je travaille depuis maintenant de nombreuses années et c'est quelque chose où j'aime bien revenir parce que généralement c'est un peu comme, pour prendre un autre exemple, les API REST, les gens ont souvent une opinion préconstruite. Par exemple, aujourd'hui, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que c'est, par exemple, typiquement en entretien, il y a des tests, qu'est-ce que la programmation orientée objet, par exemple. Euh, moi, aujourd'hui, typiquement, je ne sais pas comment on répond à cette question, sachant qu'on va le voir juste après, il n'y a pas forcément de consensus sur la définition exacte de qu'est-ce que de la programmation objet. C'est quelque chose qui peut changer en fonction des langages où vous trouvez en fait la programmation, où les concepts ou la vision qu'on peut en avoir n'est pas la même. Puis encore une fois, selon la définition que nous on a, enfin, selon la définition qu'on aime, ça va effectivement changer selon nos opinions, selon nos visions, ça va changer. Et donc aujourd'hui, sur le sujet de l'orienté objet, moi j'ai cette réflexion où aujourd'hui on a tendance à dire oui, bon, si une majorité de gens pensent quelque chose, c'est que ça doit être la vérité. Mais bon, du coup, je questionne ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est effectivement... euh, je pense que par exemple, aujourd'hui, la vision que les gens ont de l'orienté objet vient probablement beaucoup de Martin, de Robert Cécile, excusez-moi, Robert Cécile Martin. Et donc, typiquement, chacun va reprendre cette définition-là, mais on va le voir, est-ce que c'est une bonne définition, est-ce que ce n'est pas une bonne définition, etc. Enfin, il n'y a pas forcément de question de bon ou de mauvais, en fait, là-dedans, tout ça, il y a des questions de choix. Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de développeurs, que ce soit des juniors, mais même des développeurs expérimentés, qui au final ne sont pas au courant de ça. Et donc moi je trouve ça un peu bizarre dans un test par exemple de demander une définition de l'eau. Par exemple, il y en a même qui vont aller demander quels sont les principes fondamentaux de la programmation orientée objet ou d'un objet. Mais en fait c'est compliqué à répondre. Certains vont, par exemple, certains me disent l'héritage. Et moi, je suis en mode, mais jamais dans mon monde, l'héritage est un principe fondamental de la programmation objet. Donc, je sais pas. Encore une fois, ça doit dépendre de la définition et de là où se trouvent les gens. Mais ça, d'ailleurs, c'est un truc que j'avais déjà dit dans une interview. Mais moi, je suis pas spécialement. Quand je dis que je fais de l'orienté objet, je fais pas spécialement un chat qui étend d'un animal. Pour moi, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment ça. Et puis c'est pareil, certains ont peut-être des visions sur des design patterns et ils se disent c'est ça l'orienté objet, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres choses et plein de choses à explorer. Et donc voilà, je souhaitais faire une petite vidéo, pas forcément pour euh, ancrer mon opinion à moi, parce que c'est pas l'objectif, mais peut-être vous donner quelques pistes sur lesquelles vous pouvez aller lire, vous intéresser, parce que je pense que ça peut vous intéresser très clairement, un sujet qui peut vous intéresser. Et c'est toujours bien, je trouve, de quitter sa zone de confort, voire même se remettre en question, même pour vos entretiens. Quand les gens vous posent une question, qu'est-ce que l'objet? De challenger aussi la personne qui vous pose cette question. Quelle est sa vision, quelle est sa conception? Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui ont probablement peur de me poser ce genre de questions. Mais je trouve ça sympa de s'intéresser à ce truc-là. Alors si je switch sur mon screen, voilà, boum. Un truc que je vous recommande de ouf, mais ça c'est pas forcément que pour l'orienter objet, mais si vous faites du fonctionnel ou quoi que ce soit d'autre, ça va vous intéresser de ouf aussi. C'est le wiki C2. Et le wiki C2, vous avez des trucs de fou dessus. Vous avez vraiment beaucoup de sources, beaucoup de personnes qui se répondent avec des liens. Et en vrai, vous pouvez y passer des heures et des heures à aller lire au fur et à mesure, compléter votre connaissance. Et donc là, je suis sur une page qui s'appelle Définition for OO, donc Object Oriented. Et un des premiers trucs que cette page a dit, c'est que en fait, il n'y a pas de. Aujourd'hui, il n'existe pas de définition. Enfin, il existe des définitions, mais il n'y a pas de consensus sur une définition. Il n'y a même pas de consensus sur quelque chose, enfin, sur des mathématiques ou en fait une façon de représenter mathématiquement, parce qu'en fait, en fonction des langages, en fonction des gens qui créent les langages, etc., enfin tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là, en fait,
beaucoup de gens ne sont pas d'accord et on va avoir donc plusieurs définitions majeures. Et donc cette page-là que je vous recommande lourdement de lire parce que vraiment elle est super intéressante et moi je l'avais déjà quasiment lu en entier, mais vous allez avoir des définitions, par exemple celle de Alan Keyes qui est en fait qui est souvent appelé un peu le fondateur de l'objet, même si là encore une fois il y a il y a des détracteurs, enfin il y a des arguments contre, etc. Mais qui a sa version de qu'est-ce que un objet, qu'est-ce que de l'orienter objet. Bien que beaucoup ont prouvé que sa vision, elle a évolué aussi au travers d'une décennie, sa vision, elle n'est pas restée la même. Donc ça aussi, c'est des éléments très intéressants. Et vous allez avoir donc tout un tas de définitions. Moi, j'apprécie tout particulièrement, venant de JavaScript, celle de William Cook, qui représente, je pense, plutôt bien l'orienté objet côté JavaScript. En tout cas, moi, j'avais découvert ce travail-là. Je m'y étais intéressé parce que Wiersbrook, si je prononce bien, qui est vous savez, une des personnes qui a créé JavaScript avec, j'ai oublié le nom de l'autre, mais une des personnes en tout cas, voilà, qui bosse à la spécification de JavaScript au TC39, qui est un des big boss. Il avait recommandé donc ce travail de William Cook et donc je m'y étais assez intéressé et je vous recommande aussi d'aller lire parce que c'est super intéressant et moi j'avais trouvé d'autres références grâce à ce document. Et donc lui il va descendre, il va essayer de construire une définition moderne de l'orienté objet. Alors elle est critiquable, hein, il y a des commentaires, il y a des critiques et comme je vous disais il y a plusieurs définitions, mais en fait je trouve ça super intéressant parce que les gens la plupart du temps, soit leur définition va être calée sur celle de Robert Cecil. Par exemple, si vous êtes un développeur Java, il y a une très grande probabilité que votre vision de l'OOP soit figée sur la vision de Robert Cecil. Mais moi, je trouve ça grave intéressant et grave important d'aller s'ouvrir aux autres définitions. Et là, typiquement, ce qui est vachement cool avec celle-ci, c'est qu'on va rentrer dans les notions genre les behaviors, donc le comportement, et ça je trouve ça super important, le nombre de personnes, par exemple, qui ne comprennent pas la notion de comportement en programmation objet, alors que c'est probablement effectivement une des caractéristiques de l'OO, en tout cas de par cette définition et dans beaucoup de langages, qui est vraiment clé, et pourtant, même en JavaScript, typiquement, les gens ne comprennent rien à ça. Et c'est vachement dommage, les gens, par exemple, s'ils n'ont pas le mot-clé classe, pour eux, il n'est pas question d'objet. Alors qu'en réalité, on joue avec des objets. Enfin, si on n'a pas une primitive, et on le verra après, vous jouez avec des objets. En fait, vous travaillez avec des objets constamment, et même des choses très insignifiantes représentent des objets. Et notamment, on reparle des First Class Values and Declaration. Et lui, notamment, il réenchaîne sur notamment la notion de dynamic dispatch. Ça aussi, c'est super intéressant, là où les gens disent l'héritage, c'est le truc super important. Et lui démontre que en fait, l'héritage, en fait, c'est pas si important que ça. Et qu'en réalité, le dynamic dispatch est beaucoup plus important au niveau implémentation sémantique. Et donc, il descend dans, voilà, il parle d'héritage, etc. Et il descend dans pas mal de notions. Et il me semble qu'à un certain moment, il complète avec, voilà, dans ses références, il a notamment On Understanding Data Abstraction, Revisited. Et je crois que c'est celui-là. Et ça aussi, c'est super important. Qu'est-ce que c'est cool. Je me rends compte aussi que les gens, ils comprennent pas ce que c'est que la data abstraction. Et ça, si vous êtes un junior ou que vous êtes quelqu'un de plus expérimenté, c'est vraiment important. Même des gens qui sont plutôt dans qui vont s'éloigner de l'AOP parce que peut-être c'est trop abstrait pour eux et qui veulent quelque chose de plus mathématique, de plus formel, typiquement un peu comme la programmation fonctionnelle. Je me rends compte que même en fonctionnel, il y en a qui n'ont pas la maîtrise de ce sujet-là, alors que si vous faites du fonctionnel, mais comment c'est possible de ne pas avoir des notions en data abstraction? C'est que vous avez un problème de compréhension fondamentale. Et donc ça, c'est super important à travailler. Et donc ce document, notamment plus spécifiquement pour l'orienter objet, évidemment, ici, mais est super intéressant et va vous permettre, enfin en tout cas moi je l'ai lu et il était quand même accessible. Moi j'ai pas de background spécifique, je suis pas un tueur en mathématiques, je m'y intéressais, j'avais pas de niveau en sémantique et donc je suis un peu allé lire. Ça demande quand même de s'intéresser, il faut se mettre dessus, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, mais personnellement ça m'a beaucoup passionné et donc je peux que vous recommander franchement de jeter un œil. Parce que c'est intéressant et même les exemples de code, vous voyez,
Bon, c'est pas non plus. En fait, c'est relativement assez simple, c'est très abstrait, mais vous voyez, les fonctions, vous avez des cases, des is-f, donc c'est assez. Enfin, c'est ça que j'ai aimé avec ce truc-là, c'est qu'on peut vite assez comprendre les exemples aussi sont pas non plus inaccessibles, là où des fois, dans certains documents, si vous n'avez pas bac plus 10, ça devient très vite difficile. Mais là, c'est pas trop le cas de ce document, en tout cas avec la lecture que vous en faites, c'est vraiment ultra cool. Et notamment, il y a la règle d'autonosis que j'ai aussi beaucoup parlé dans certains de mes posts. Ça m'a vraiment amené à des réflexions et à plus de lecture. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que je pouvais développer d'une certaine manière que j'avais encore pas compris avec les objets. J'ai aussi compris des règles. Typiquement, j'ai déjà saoulé des gens avec ça, de dire par exemple si vous avez deux fois une même classe A, est-ce que les deux classes sont les mêmes ou est-ce qu'elles ne sont pas les mêmes et des choses comme ça. Et parce que si vous avez compris des règles fondamentales, en fait, vous comprenez que votre vision elle peut changer en fonction de comment vous regardez votre code et que ça peut complètement changer aussi comment vous développez et comment vous maintenez votre code. Et ça, c'est ce que je trouve vachement passionnant avec ces trucs-là. Et notamment sur la data abstraction, il y avait Barbara Liskov qui avait fait un talk, un excellent talk aussi de 21 minutes. Donc, pour ceux qui ont un peu de culture, Barbara Liskov, qui est une femme très connue dans le domaine, qui a contribué énormément. Et ça, je peux que vous recommander de jeter un œil à ce talk que je mettrai en commentaire. Et donc moi j'avais un peu découvert ça par hasard, etc. Vous voyez, enfin vous avez éventuellement d'autres documents. Moi j'en ai aussi d'autres sur l'OOP, mais qui partent plus dans des trucs plus spécifiques. Mais il y a aussi, ça peut vous amener, les références peuvent vous amener à tout un tas de travail intéressant, excusez-moi. Mais en tout cas, ouais, ne serait-ce qu'aller lire le wiki C2 et vous avez vos petits liens en bleu ici. Donc des fois vous pouvez justement euh, redescendre dans chaque lien. Theory of Object aussi qui est vachement cool. Vous pouvez cliquer. Je crois qu'il est accessible. En tout cas, moi, j'avais lu une partie. C'est très très difficile par contre, Theory of Object. Mais j'avais aussi appris là des choses super intéressantes. Mais vous voyez, vous pouvez recliquer. Voilà, ici par exemple, personne n'est d'accord sur qu'est-ce que la programmation objet. Qu'est-ce que l'objet object-oriented. Euh, et vous allez avoir tout un tas de liens comme ça. Et vous avez même aujourd'hui là, typiquement quand quelqu'un va donner une affirmation, quelqu'un d'autre va aller répondre en dessous, éventuellement avec d'autres sources, d'autres visions, d'autres réflexions. Et ça, je trouve ça c'est super bien parce que souvent quand vous lisez des trucs ou vous écoutez les gens, on vous donne la vision, ouais c'est blanc, c'est noir. Mais en fait, le monde, il n'est pas comme ça. Quand vous bossez avec des gens, les gens qui sont talentueux, et même à ce niveau-là, en réalité, la vision que vous avez de l'OOP, ça représente 1%, même pas. En réalité, il y a tout un univers à côté, et c'est ce que j'aime beaucoup dans WikiC2, c'est qu'on se rend beaucoup plus compte à quel point rien n'est simple. Et ça ne concerne pas juste l'OOP, j'ai aussi lu beaucoup de choses sur la programmation, enfin sur le fonctionnel, et sur le fonctionnel, ils ont un peu cette même approche, et il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez apprendre, etc. Et donc c'est vachement cool ce côté un petit peu commentaire, réponse, tiens, va aller voir une autre source, je te recommande d'aller lire ça, t'intéresser à ces notions-là. Et moi, j'adore vraiment ça parce que je suis un passionné de programmation, du code. J'aime vraiment me comprendre, pas forcément. J'ai un peu de passion pour la sémantique, etc. Mais je veux dire de vraiment comprendre comment ça marche. Vous voyez, moi, j'ai pas cette vocation de me dire, ouais, je choisis un camp, je fais du fonctionnel parce que je pense que le fonctionnel, c'est que bon, ou je fais que de l'OOP parce que je pense qu'il y a que ça qui fonctionne. Et je pense que aujourd'hui, on voit que ça devient des visions un peu débiles, où en fait, on se rend compte que on commence à merger plusieurs paradigmes, etc. Et même à ce niveau-là, on pourrait avoir l'impression il y a deux choix, mais en réalité, il y a un univers de choix, il y a un univers de différence. Et c'est super, c'est trop cool en fait de s'y intéresser à tous ces éléments-là. Je sais bien qu'à un moment donné, dans ce truc-là, ça repart sur d'autres notions. Enfin, et c'est trop trop cool quoi en fait. Et les mecs ne font que remettre des liens. Vous voyez là ici, vous avez juste de quoi faire. Enfin, vous avez genre si vous voulez comprendre, enfin, vous voyez, il y a même des liens sur Java, sur C++. Et c'est vraiment c'est une bible, quoi. Si vous êtes développeur, de comprendre comment les trucs sont faits. Et ça vous donne aussi cette vision, parce que c'est vrai que des fois, entre les écosystèmes, vous avez un développeur Java avec un développeur JavaScript. Mais en fait,
on vit dans deux mondes qui ne sont pas les mêmes. On n'a pas forcément sémantiquement, bon, même si Java et JavaScript, ça reste quand même très proche, on va pas se mentir. Mais ça peut vous permettre d'avoir des éléments raccords et d'avoir une, une vision plus critique de la situation, plus que oui, alors moi j'ai raison, parce qu'en fait, mon langage, c'est le langage maître, mais on sait tous très bien que c'est une réflexion de gamin, c'est une réflexion de mec qui a pas poussé le truc, et donc c'est super intéressant, et donc ça, je remarque que bah, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas cette vision-là. Et donc aujourd'hui, quand on vous dit bah, qu'est-ce que la programmation orientée objet, bah finalement, chacun a son opinion, chacun a sa vision des choses. Donc en fait, cette question, vous ne pouvez pas y répondre. Vous avez une grande chance de ne pas y répondre correctement, puisque ça dépend complètement de la mentalité de la personne qui vous l'a posé. Et c'est encore pire si c'est un recruteur qui vous l'a posé, parce qu'il y a 99% de chances qu'il n'a aucune idée de la réponse. Et donc, c'est quand même dramatique aujourd'hui, je trouve, d'avoir ces questions-là. Et donc, ça pose vraiment toute cette base de se dire, est-ce que finalement, est-ce qu'on a la bonne façon de voir la chose? Est-ce que la vision commune de ce que les gens aiment bien, enfin, parce que du coup, les gens rassemblent avec des design patterns ou des notions comme l'héritage, mais est-ce que c'est vraiment concret? Est-ce que demain, ça va apporter une plus-value, etc. Et vous voyez, c'est tout ce genre de réflexion que moi, à titre personnel, j'essaye de mener pour être moi-même plus éclairé, quoi. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo sans trop. Peut-être un jour, je rentrerai un petit peu dans des exemples de code qui sont plus liés à mon opinion à moi, sur ma vision à moi de l'OOP. Enfin, en tout cas, à travers moi, tous les documents que je fais, il y a des choses auxquelles je m'intéresse beaucoup, typiquement ne plus utiliser les classes, ou ne pas vraiment utiliser les classes, parce que quand vous avez des notions JavaScript, par exemple les mondes, les realms, ce qu'on appelle les realms, ou bien d'autres éléments, j'ai déjà prouvé par A plus B que une même classe, une même implémentation, finalement, vous ne pourriez pas l'identifier. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Et donc, en fait, ça, c'est aussi super intéressant. Il y a des exemples trop cool, typiquement, de créer un objet et on peut l'étendre quasiment à l'infini dans notre système sans jamais avoir à faire des type-off ou des choses comme ça qui sont en réalité des violations et qui, en termes data abstraction, ça représente beaucoup plus de l'ADT, ceux qui sont un peu ceux qui ont un peu de du vécu même en fonctionnel, par exemple, ça va se rapprocher par exemple des règles des primitives. Et donc il y a un tas de choses intéressantes comme ça. Donc ça, peut-être je rentrerai dans une vidéo JavaScript où j'essayerai humblement de vous donner ma vision, parce que ça reste ma vision, et puis j'ai mon propre ressenti vis-à-vis de tout ça. J'ai aussi étudié pas mal d'autres langages, des mécaniques, parce que ça m'intéresse pas mal, notamment des small talk, etc., où j'ai essayé un peu des schemes, j'ai essayé de creuser d'autres langages pour comprendre un peu comment tout ça s'était fait. Et donc ça, peut-être un jour, je ferai une vidéo un peu plus spé là-dessus. Mais voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. À mon habitude, j'espère que je vous aurai peut-être donné une vision un peu différente, et au mieux donner des ressources pour que vous puissiez éventuellement élargir votre vision au-delà de ce que les gens de manière générale pensent comme étant la définition qui est la bonne, ou la vision qui est la bonne, ou qui est complètement segmentée à votre écosystème. Parce que typiquement, si vous parlez avec les gens de votre écosystème, il y a de fortes chances que les gens aient une définition qui soit attachée à cet écosystème, mais que ce ne soit pas vrai dans un autre. Donc voilà. Comme d'hab, merci de m'avoir regardé pour cette petite vidéo, on va dire interlude, comme ça un peu à la va-vite. Et on se retrouve, je enregistre, je pense, ce week-end la vidéo sur le module FS. Ciao!